Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. 35 000 maisons pour les Ivoiriens ici sur place et ceux de la diaspora. Pour sa mise en œuvre, le gouvernement et des sociétés immobilières américaines ont signé 2 mémorandums d'entente. La signature de ce document va permettre de lever toutes les barrières à la réalisation de ce projet. Et le gouvernement poursuit aussi les initiatives pour le bonheur des étudiants des restaurants inaugurés au CROU d'Abidjan 1 et 2 pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara. Ces espaces de restauration permettent d'améliorer les conditions de vie et d'études pour les apprenants de Cocody. Yabobo Adjamé, 26 ans après, Alpha Blondy promet des retrouvailles en famille. Le 15 juillet 2022 à l'Hôtel Ivoire, son dernier concert au Palais des Congrès remonte à 1996. La mégastar promet un show digne à la mesure de son talent et pour communier avec ses nombreux fans dans cette mythique salle. Et puis le gouvernement rwandais assure officiellement continuer de privilégier la voie du dialogue. Kigali s'est prononcé sur l'incident de ces derniers jours, notamment le vendredi, la fusillade qui a eu lieu à la frontière entre le Rwanda et la RDC. Un soldat congolais tué et 2 policiers rwandais blessés. Si les fables de La Fontaine ont bercé les enfances, désormais il faut compter avec une approche plus ivoirienne. Dans le même élan du symbolisme animalier, un auteur s'est fait l'écho d'histoires qui mêlent aussi bien l'imagination à l'enseignement de la sagesse, éduquer, former, apprendre avec les fables de la buvette, une alchimie de nos chi sur parler ivoirien et un trait poétique dans du français pur sang. Les fables de la buvette, c'est un recueil d'aventures que Olivier Vami Djebidjen nous propose. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Kolo Koulibaly. Alors, vous êtes l'invité de la page culture et vous êtes l'auteur des fables de la buvette. Alors, pourquoi pas les fables de Olivier Vami tout court? Tout simplement parce que j'ai été inspiré par Jean de La Fontaine, qui a bercé notre enfance par des récits très courts et qui nous donnait des enseignements de la vie. Et c'est pour lui rendre hommage et pour faire allusion même au mot Fontaine qui abreuve les esprits. J'ai dit fable de la buvette pour tropicaliser un peu et lui faire ce clin d'œil. D'accord. Alors je rappelle que vous êtes député maire de Zouénoula. On vous retrouve dans une trentaine de minutes pour parler des fables de la buvette. Donc à tout à l'heure, Olivier Vami Djebidjen, le temps de faire le tour de l'actualité et la Côte d'Ivoire qui poursuit la recherche de solutions pour bâtir des logements. 35 000 verront bientôt le jour. Le gouvernement et des sociétés immobilières américaines ont signé des mémorandums d'entente. Cette étape permet de lever tous les freins à la réalisation de ce projet. Lancine Bakayoko. Ces 2 mémorandums d'entente annoncent la construction de 35 000 logements, dont 15 000 réservés à la diaspora ivoirienne. Plusieurs mesures d'accompagnement vont être mobilisées, notamment le foncier, les garanties liées à l'accès au financement des logements, ainsi que les aménagements juridiques et réglementaires. Ce projet, nous avons travaillé dessus depuis 5 ans. Donc, nous avons des logements de type de standing. Aussi à toutes les bourses, on va penser aussi à tous ceux qui n'ont pas assez de moyens, mais qui sont dans les petits métiers au niveau de l'extérieur, de pouvoir acquérir aussi des logements. Ce protocole d'entente marque la détermination du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme à améliorer l'offre en logement et surtout à éradiquer les différentes formes d'insalubrité, principalement dans les bidonvilles et les quartiers sous-équipés. La mission qui nous est confiée, c'est de faire en sorte que les Ivoiriens, dans leur ensemble, puissent être décemment logés. Donc nous nous battons tous les jours pour trouver des solutions et pour trouver des solutions avec le secteur privé, puisque l'État accompagne ce secteur-là dans la mise en œuvre de ce projet. Selon Bruno Nabagné-Koné, l'immobilier représente un pôle de croissance indéniable à travers ses effets d'entraînement sur les autres branches de l'activité économique que sur le plan humain et social, en raison de son fort potentiel en matière de création d'emplois, de ressources financières et de stabilité. C'est un cadre qui va évidemment sécuriser l'engagement des acquéreurs, qui va permettre à l'État de suivre les activités de cette entreprise et permettre donc à tous les souscripteurs d'avoir les clés de leur maison. C'est notre souhait. Parmi les sites identifiés pour réaliser les unités résidentielles,
On peut citer Jacquesville, Aoué en direction d'Alépé et Yaou à un jet de pierre de Beaunois. De la formation des projets voit également le jour. Le ministre de l'Enseignement supérieur a remis officiellement 2 restaurants universitaires au CROU d'Abidjan, un espace de 250 places chacun. C'est un soulagement pour les étudiants de Cocody. Et à Bobo Adiamé, on le verra avec Sephora Zegui, ses ouvrages améliorent les conditions d'études. Les universités Nangui Abrogwa et Félix Houphouët-Boigny ont désormais chacune une cuisine moderne et un restaurant capable de servir 10 000 plats par jour. Cette promesse de Adama Diawara devenue réalité réjouit l'ensemble des étudiants de ces universités. Au nom des étudiants, permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous vous prions de transmettre nos remerciements les plus appuyés à Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. L'État de Côte d'Ivoire a fait sa part en mettant à notre disposition ce bijou. Si les nouveaux restaurants constituent un ouf de soulagement pour les étudiants, il n'en demeure pas moins pour leurs responsables. Ce joyau architectural que vous offrez à la communauté estudiantine est, au-delà de l'usage qui sera fait, un aspect de la mise en œuvre de votre volonté de restaurer l'image de l'enseignement supérieur, mais aussi et surtout de l'offrir ses noblesses. La construction de ces restaurants qui comportent une salle de plonge, une zone de cuisson, plusieurs zones de préparation fait partie du programme d'extension des universités, selon Adama Diawara. Malgré tous les efforts budgétaires énormes consentis par l'État de Côte d'Ivoire, notamment depuis l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara, alors, on a des problèmes au niveau du logement des étudiants, des problèmes au niveau de la restauration des étudiants, entre autres. Mais vous avez constaté que durant toute cette matinée, nous sommes passés d'abord à Bobo Adiamé, ensuite à Félix Houphouët-Boigny, à Cocody donc, pour inaugurer 2 restaurants universitaires. Ça permettra donc d'augmenter de façon substantielle la couverture en termes de restauration des étudiants. C'est vrai qu'auparavant, on était sur un ratio de 1 plat par jour pour 8 étudiants. Mais évidemment, avec ces 2 restaurants flambant neufs qu'on vient d'ouvrir, le ratio va s'améliorer de façon considérable. Ces nouveaux restaurants universitaires comptent 4 salles à manger de 250 places, une salle de vaisselle, des bureaux et des équipements de qualité. La construction de ces infrastructures sociales vient soulager les étudiants, les enseignants et le personnel administratif. Et voici un autre acte de soulagement dans l'enseignement supérieur. 4 projets de recherche financés par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Ils ont été présentés à la communauté scientifique. Les différents chercheurs bénéficiaires de financement ont expliqué l'apport de leur recherche dans le développement. Sephora Zegui, Godefroy Okambawa. 4 projets financés par le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, totalement achevés. Les porteurs de ces projets financés à hauteur de plus de 61 millions de francs CFA exposent sur l'intérêt de leurs propositions. Le projet s'intitule « Projet pour le renforcement de la résilience organisationnelle des entreprises ivoiriennes ». Notre projet a porté donc sur la communication qui a été menée pour lutter contre la propagation de la Covid-19 et protéger les Ivoiriens pendant cette crise. À travers cette présentation, Yaya Sangaré, le secrétaire général du FONSTI, veut promouvoir et communiquer avec le secteur public et privé et la société civile sur les résultats obtenus par la recherche scientifique. Nous avons financé 33 projets pour plus d'1 milliard de francs CFA. La durée de nos projets varie de 18 mois en moyenne à 3 ans. Vous comprenez ? Donc, ce sont les premiers résultats que nous avons obtenus pour les projets d'une durée d'environ 12 à 16 mois. Le financement de ces projets, initiés par le FONSTI, bénéficie de l'accompagnement de la Suisse. Le ministre Adama Diawara et Madame l'ambassadeur Anne Lugon-Moulin ont signé le 14 avril 2022 le Memorandum of Understanding qui a permis le transfert de 5 milliards de francs CFA au FONSTI. Ces résultats présentés sont jugés satisfaisants par la tutelle. Je vous félicite, chers lauréats, pour le travail fourni, mais surtout pour votre disponibilité et votre capacité
à restituer publiquement les résultats de vos travaux, dont je suis certain feront un large écho dans la presse nationale et au sein de la communauté scientifique. Les résultats de ces 4 projets vont impacter le développement socio-économique et culturel de la Côte d'Ivoire. En septembre prochain, le FONSTI va lancer un appel à projet spécial pour femmes. Et ces projets vont certainement prendre en compte les questions liées au climat. La journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, célébrée officiellement à Bongouanou. Des engagements sont pris pour protéger l'environnement. Les autorités prennent des initiatives afin d'apporter une réponse à ce problème qui menace le pays. Herman Yamien. C'est une célébration qui s'impose comme un ensemble de défis face à l'avancée du désert et de la sécheresse. La journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, célébrée officiellement ce jour à Bongouanou, a été l'occasion pour les responsables du ministère de l'Environnement et du Développement durable et les autorités locales de procéder à une séance de planting d'arbres à Ewikro dans la commune de Bongouanou. Cette célébration a eu pour thème « Restaurer les terres, limite les conflits ». Si ensemble nous regardons dans la même direction, nous pouvons effectivement faire reculer la désertification qui se trouve être à la porte de tout un chacun de nous. Cette région était une région forestière, une région agricole qui produisait beaucoup de ressources financières. Aujourd'hui, nous constatons que cette valeur ajoutée a disparu. La région du Moronou, première boucle du cacao naguère prospère, est aujourd'hui menacée par l'avancée du désert et la sécheresse. Il faut donc engager la sensibilisation pour freiner ce fléau. La savanisation est à nos portes et ça veut dire que le désert n'est pas loin. Nous sommes victimes de ce fléau puisque nous avons perdu notre position de leader dans la production de café et de cacao, les 2 mamelles de l'économie nationale. Et donc cette lutte-là nous interpelle en premier lieu. L'occasion a été mise à profit pour récompenser les meilleures coopératives qui se sont illustrées de la meilleure des manières dans la protection de l'environnement. En prélude à cette célébration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a initié la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable du 3 au 11 juin autour du thème « Notre terre, notre futur ». Et au niveau de la santé, c'est une satisfaction pour le système sanitaire. La PISAM améliore son plateau technique. L'hôpital vient de se doter d'un bloc opératoire. L'acquisition de ces équipements médicaux s'inscrit dans un investissement global de 15 milliards de francs CFA. Le ministre de la Santé, Pierre Dimba, a visité ce dispositif sanitaire de dernière génération. On le voit avec Didier Nguessan. Un bloc dédié à la cardiologie et à la radiologie interventionnelle. Des équipements qui offrent une imagerie en 3 dimensions et des soins regroupés en 3 spécialités, notamment la cardiologie, la gynécologie et la diabétologie. Le ministre de la Santé, Pierre Dimba, et son prédécesseur, Aka Awele, visitent les équipements. Sur des activités de pointe comme la cardiologie et la radiologie interventionnelle. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites entre le public et le privé pour que les populations puissent bénéficier de cet investissement-là que nous avons fait. Cette offre sanitaire, de même que la rénovation tout azimut des centres de santé publics, contribue à doter le pays d'un système de santé performant et à limiter les évacuations sanitaires vers l'étranger. Avec ça, le transport saute, on gagne en temps. Merci à vous qui prenez au quotidien les risques nécessaires pour apporter le réconfort à vos patients. Je veux aussi saluer la noblesse de la mission que vous avez choisi d'exercer. Nous sommes en train de travailler à bâtir au niveau tertiaire un système spécialisé de pointe dans des secteurs comme la cardiologie, la cancérologie, la rhumatologie, etc., sur les grandes spécialités de l'heure, pour que notre pays soit une destination de choix pour les pays de la sous-région et qu'enfin, nous puissions prendre en charge localement les malades. Kwadio Kwaku, médecin infectiologue, et Dr Louis Benaewi, cardiologue interventionnel, ont tour à tour présenté la palette de pathologies qui seront traitées grâce à ce matériel médical.
Et dans le nord du pays, les centres de santé aussi se dotent de matériel adéquat. L'hôpital général de Madinani a désormais un bloc opératoire, un soulagement pour les populations de cette localité du Kabadougou. La formation sanitaire a même commencé à recevoir les premiers patients. 30 personnes ont bénéficié d'une opération chirurgicale de la hernie. Et Jeanne Toubé. La pluie, le signe du ciel qui vient accompagner le bonheur des populations de Madinani, localité dont l'hôpital général a enrichi son offre de soins d'un service de chirurgie. Une dizaine de personnes constituant la première vague, venues seules ou accompagnées de leurs parents, sont présentes en ce lieu pour y subir une opération de la hernie. Les patients reçoivent avant l'entrée au bloc toutes les assurances des médecins. C'est son premier rôle d'abord rassurer le patient. Quand vous lui montrez les étapes, l'homme est intelligent, il ne faut pas penser que tu es plus intelligent que lui. Mais il faut lui dire, comme ça, à telle époque, à telle étape, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Donc quand le malade arrive, il est content et puis il vous suit. Et il revoit ce que vous avez expliqué, c'est plus facile pour lui. L'opération gratuite de la hernie est une initiative de la mairie de Madinani. Événement annoncé plusieurs semaines plus tôt, autour duquel il y a eu une forte campagne de communication et de sensibilisation dans la ville même, jusque dans les villages du département. Hasard de l'histoire, l'opération est menée au lendemain de l'acquisition par l'hôpital général de Madinani d'un bloc opératoire. Cet homme d'une cinquantaine d'années est le premier patient opéré dans cet établissement sanitaire. C'est une joie pour moi. C'est quelque chose qui sera gravé à la mémoire. La chirurgie gratuite est la suite logique de l'inauguration du bloc opératoire que la mairie de Madinani vient de construire et que l'État a bien voulu équiper entièrement avec du matériel de toute dernière génération. Nous sommes dans la dynamique du développement de la santé de façon globale, afin d'intégrer tous les services principaux. C'est ainsi que nous brasserons tous les souhaits, tous les soucis de toute la population sur le plan sanitaire. Ce sont au total 30 personnes et parmi elles des femmes qui ont été opérées de la hernie en 3 jours de présence de cette équipe médicale. Leur prise en charge post-opératoire est entièrement assurée par la mairie de Madinani. Et un autre défi en santé, c'est la lutte contre la Covid-19. On en parle encore ce soir parce que la pandémie n'est pas encore terminée. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 39 nouveaux cas de Covid-19 sur 870 échantillons prélevés, 18 guéris et malheureusement un décès. À la date du 18 juin 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 82 698 cas confirmés, dont 81 742 personnes guéries, 802 décès et 154 cas actifs. Au total, 14 708 691 doses administrées contre la Covid-19. Dans l'actualité politique ce soir, le mouvement Force 2015 en conclave à Yamoussoukro, c'était la mobilisation des délégations venues de toutes les régions du pays. Les coordonnateurs ont travaillé sur la contribution de cette organisation dans le succès des élections locales de 2023. Les participants entendent fortement s'impliquer auprès du RHDP. Le reportage de Soro Corona. Force 2015, Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, structure proche du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, est en conclave à Yamoussoukro. Les coordinations régionales sont venues travailler sur des actions et stratégies à peaufiner pour le triomphe des candidats qui seront proposés par le RHDP aux élections locales de 2023. Pour le président de Force 2015, la victoire des candidats RHDP aux élections locales prépare également le triomphe du candidat du parti à la présidentielle de 2025. Il y a les élections locales qui arrivent en 2023. La Force 2015 donc se réorganise pour prendre toute sa place pour la victoire donc des candidats du RHDP à ces élections locales-là. Et nous pensons que bien évidemment, en passant par là, cela permettra aux candidats du RHDP de gagner donc les élections 2025. Le représentant du ministre Suleiman Diarra-Souba et celui du parrain ont engagé les responsables des Forces 2015 à multiplier ces rencontres pour la mobilisation des militants. Il nous a été donné de constater, en tout cas, des séminaristes aguerris, empreints de sincérité et qui ont une vision claire de ce qu'ils attendent
et de ce qu'ils veulent que nous soyons, en tout cas au niveau du RHDP, en 2023 et en 2025. En 2025, que le RHDP reste toujours au pouvoir. Et vraiment, il tient vraiment à dire au président Zanga qu'il a son soutien et qu'il le remercie pour tout ce qu'il fait pour le RHDP. Les 2 jours de travaux ont également permis aux responsables de Force 2015 de réfléchir sur la vie de leur organisation. Le 3e conclave de la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence avait pour thème « Quelle contribution de Force 2015 pour la victoire des candidats RHDP aux élections locales de 2023 ». Un nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Côte d'Ivoire après la République du Congo. Il a été nommé le 26 janvier dernier. L'ambassadeur Touré Maman a présenté officiellement ses lettres de créance au président Sassou Nguesso. Viviane Aïmé. Précédemment ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire, après la République fédérale du Nigeria, où elle a exercé pendant 8 ans, de 2012 à 2020. L'ambassadeur Touré Maman a été nommé le mercredi 26 janvier dernier nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire près la République du Congo. C'est ce jeudi 16 juin que l'ambassadeur Touré Maman a présenté officiellement ses lettres de créance au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, au Palais du Peuple. La nouvelle représentante de la Côte d'Ivoire au Congo se donne pour mission de renforcer la coopération entre les 2 pays. Le Conseil de l'Entente renforce également sa coopération avec l'Union Benelux. Le secrétaire exécutif de l'institution sous-régionale était en mission à Bruxelles. Marcel Amontano et le secrétaire général de l'Union Benelux ont tracé les sillons d'une coopération efficace, les bases d'un partage d'expériences qu'on voit avec Michel Digri. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente en séance de travail avec le secrétaire général de l'Union Benelux, une association intergouvernementale qui regroupe la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas avec un accord qui favorise la libre circulation des services, des personnes et des biens entre ces 3 pays depuis 1958. Le Conseil de l'Entente veut bénéficier de l'expérience de cette union. J'ai estimé que l'Union Benelux, qui regroupe 3 pays sur 27 de l'Union européenne, et le Conseil de l'Entente qui regroupe 5 pays sur 15 de la CEDEAO avait une expérience à partager et que notamment nous avions à tirer profit de l'expérience plus ancienne de l'Union Benelux. Nous avons à l'issue de cet échange projeté une coopération et nous allons continuer à rester en contact pour voir comment optimiser cette coopération avec l'Union Benelux au bénéfice du Conseil de l'Entente. En effet, nous avons eu de très très bons échanges. J'étais très heureux de pouvoir accueillir une grande délégation à la Maison du Benelux, à comparer nos projets ensemble et à voir où est-ce qu'on peut apprendre l'un de l'autre. Marcel Amontano a profité de ses séjours en Europe pour rencontrer plusieurs acteurs multilatéraux et bilatéraux présents et actifs en Afrique de l'Ouest. Dans le reste de l'actualité, revenons sur la fusillade qui a eu lieu à la frontière entre le Rwanda et la RDC. Ce vendredi, un soldat congolais tué et 2 policiers rwandais blessés. Le gouvernement rwandais s'est justement exprimé sur l'incident. Kigali assure officiellement continuer de privilégier la voie du dialogue. Le Rwanda s'en remet une fois de plus aux organes de médiation régionaux. Le président kenyan a appelé au déploiement d'une force régionale dans l'est de la RDC. Uhuru Kenyatta a précisé qu'une réunion doit se tenir pour les préparatifs. Et ici en Côte d'Ivoire, le mouvement de soutien aux actions du conseil municipal de Yopougon était en fête. La célébration de la fête des mères. Les mamans du quartier Jesco ont reçu des pagnes. À cette occasion, l'adjoint au maire, Issifou Koulibaly, a profité pour exhorter à la cohésion sociale et à la solidarité en vue de faciliter la prise en charge dans le financement des projets. Ce sont des femmes de Jesco dans la commune de Yopougon en Choix qui ont reçu la visite de Issifou Koulibaly, premier adjoint au maire de la commune de Yopougon. Pour leur célébration, ces mamans ont reçu des pagnes et des dons numéraires des mains de Issifou Koulibaly. Elles ont tenu à exprimer leur gratitude aux donateurs, puis ont égrené un chapelet de doléances. Honorer les femmes en ce jour, de la fête des mères encore, ça nous va droit au cœur. Chaque année, il vient avec les bras chargés. Aujourd'hui encore, il nous a comblés. Nous lui disons merci pour ses cadeaux, nous lui disons merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Issifou Koulibaly, représentant le premier magistrat de la commune, s'est engagé aux côtés des mamans pour leur autonomisation.
Ça fait 2 semaines que nous occupons tous les quartiers et cela permet par ricochet de mettre en œuvre la Côte d'Ivoire solidaire prônée par le chef de l'État. Nous avons trouvé ici des femmes très d'enthousiasme, des femmes vraiment reconnaissantes des actions que le ministre d'État a posées pour la commune de Yopougon et continue de faire. Des femmes qui sont prêtes à soutenir les actions de développement. Au-delà de la fête, elles ont posé des problèmes d'autonomisation. Et nous leur avons dit que c'est un problème qui est pris à cœur par le ministre d'État. Les maires sont venus de plusieurs quartiers de la commune. L'artiste Bamba Amisara et bien d'autres ont donné une couleur musicale à cette célébration. Et valoriser les mets du terroir tout en ramenant chacun à sa tendre enfance. C'est l'objectif visé par le festival Les Goûters de mon enfance. La 4e édition met l'accent sur l'autonomisation de la femme. Ce rendez-vous a eu lieu au Palais de la Culture. Yacouba Koulibaly, Issa Tchonayo. Placé sous le signe de l'engagement pour l'autonomisation de la femme, la 4e édition du festival Les Goûters de mon enfance vise à perpétuer la culture culinaire qui entoure la réalisation des mets afin d'immortaliser ce savoir-faire. Une occasion pour Tatiana Bambo, commissaire générale du festival, d'inviter chacun à promouvoir ses recettes gastronomiques du terroir et encourager les femmes à s'intéresser à ce secteur d'activité génératrice de revenus. Il faut changer le regard sur nos mets traditionnels parce que ces mets sont des fois pris de haut alors qu'il s'agit de notre culture. C'est un pan de notre culture culinaire. Une initiative saluée par le représentant de l'UNESCO. La marraine Baflan Laure n'a pas caché sa satisfaction. À travers ce festival, c'est la découverte de nos 31 régions, de notre savoir-faire culinaire. Et on voit aussi des interactions techniques. On retrouve un peu les mets, les différents mets se font dans les différentes régions. Mais c'est surtout à travers ce festival, c'est l'autonomisation de nos moments. Pour cette 4e édition consacrée à la promotion du riche patrimoine culinaire de Côte d'Ivoire, ce sont plus d'une 50aine de stands occupés. Ils sont nombreux, ces amoureux des goûters issus de nos traditions des matins et des après-midi. Et voici à présent la page consacrée à l'actualité en culture, comme c'est le cas tous les samedis soirs. Tenez-vous bien, le dernier concert d'Alpha Blondy au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire remonte à 1996. La star du reggae est de retour sur la même scène le 15 juillet 2022. Jagger promet de donner une fête à la mesure de son immense talent. Ce sera un moment de communion avec ses nombreux fans. Issa Tchonayo. Alpha Blondy au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Cela n'était plus arrivé depuis 26 ans. La méga star du reggae ivoirien sera en attraction le 15 juillet prochain. Pour les organisateurs, ce concert est une occasion pour rendre hommage à l'icône ivoirienne. Le choix cette année s'est porté sur notre méga star Alpha Blondy que nous avons souhaité célébrer le 15. Donc le 15, ça va être une célébration d'Alpha Blondy, une célébration de la Côte d'Ivoire. Et voilà, on invite tout le monde à suivre ce spectacle-là. Ta sale gueule, je n'aime pas ta gueule. Le reggaeman ivoirien, à travers ce spectacle live expérience, s'engage à donner le meilleur de lui-même pour faire plaisir à ses fans. J'aime pas ta sale gueule. Ouais, Guillaume. J'aime pas ta gueule. Guillaume, I love your girl. Il y a des fans qui n'ont pas eu la chance de nous voir comme ça en intimité. Parce que le Palais des Congrès, c'est un peu... C'est pas un concert, c'est une réunion de famille. Ok, parce que c'est très intime et nous aimerions donner le maximum comme toujours pour leur faire plaisir. Comme à son habitude, le chanteur a fait le tour de l'actualité sur les questions de l'heure. J'ai toujours déploré la division au sein de la famille politique ivoirienne. Ça retarde le pays. En vérité, je pense qu'il faut que eux donnent l'exemple pour une réconciliation vraie. La mégastar promet un spectacle de plus d'1h30 avec un répertoire varié d'anciens et nouveaux titres.
Rendez-vous donc le 15 juillet 2022. En attendant, on parle de la deuxième édition du Festifiba, un festival de promotion de l'art et la culture du canton Finan-Barala, une localité de la région du Bafing. Mais c'est la place CP1 à Yopougon qui a abrité l'événement. Un moment de retrouvailles pour les ressortissants qu'on voit avec Abou Sanogo. Voilà. Défilé, chants et danses. Les filles et fils du canton Finan et Barala, situés dans le département de Koro, dans la région du Bafing, mettent en lumière leurs richesses culturelles. Nous sommes au Festifiba, le festival du Finan-Barala, dont l'objectif est de promouvoir et de valoriser la culture du département de Koro. Ce festival se veut aussi un canal pour le renforcement des liens entre les fils et filles du département, moment de retrouvailles et de cohésion. Le souhait du commissariat général du festival, c'est de déporter maintenant le festival dans la région du Bafing, dans le département de Koro. Nous sommes solidaires de ce message-là, qui est un message de cohésion, un message de solidarité et de paix dans notre département et par ricochet dans notre région, le Bafing. Invité spécial du Festifiba, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, qui a invité les ressortissants du département du Koro et du Bafing à la cohésion. C'est un facteur donc de cohésion sociale. C'est surtout un moyen de faire connaître le riche patrimoine culturel de nos terroirs. Aucun développement n'est possible sans la paix. En tant que collaborateur direct du président de la République, nous sommes en droit de prodiguer des conseils à nos concitoyens pour qu'ils fassent en sorte que la Côte d'Ivoire demeure un pays de paix, un pays de cohésion sociale, de vivre ensemble. Festifiba est à sa deuxième édition. Les fables de la buvette de Olivier Vami Diabidje, qui est d'ailleurs l'invité de la page culture ce soir. Alors, ce sont les premières fables à la sauce ivoirienne. Ce sont donc plus d'une production donc, dans la production littéraire. Est-ce que c'est une manière de combler un vide dans ce genre littéraire, notamment en Côte d'Ivoire? Déjà, il faut savoir que le mot fable provient du latin fabula, qui veut dire fiction, récit, fiction. Et c'est un récit court, allégorique, à visée morale et didactique. Je suis à la base d'un mouvement qui s'appelle l'Éveil, un mouvement citoyen qui vise à une prise de conscience collective, à une responsabilité collective. Et je trouve que c'est un moyen élégant ou intéressant pour passer, pour donner, inculquer des leçons de vie. Alors, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce mode de communication à la base. Et non pas les fables de Olivier Vami, mais plutôt les fables de la buvette. Les fables de la buvette, c'est un clin d'œil et puis c'est un hommage que je voulais rendre à Jean Lafontaine qui m'a inspiré. Il a bercé mon enfance avec ses belles phrases, fables. Et il y a aussi Léonard Groguet qui a été une grande inspiration pour moi. Quand on était petit, on regardait tous Télé pour tous. Et donc c'est dans cette lignée que j'ai voulu faire cette œuvre. Alors, tout de suite, quand on prend l'ouvrage, il y a une première remarque, c'est que tous ces animaux que vous avez sur la première de couverture ont des cache-nez sur la bouche. Bon, on dira comme ça, la bouche, parce que d'ailleurs, de toute façon, on va personnifier, puisque nous sommes en fable. Pourquoi ces cache-nez sur la bouche de ces animaux? Pour deux raisons. Parce qu'il y a une fable qui relate la crise de la Covid, la gestion de la crise de la Covid. Donc, il y a une allégorie là-dessus. Et la seconde raison, c'est pour dire qu'on ne peut pas museler des personnes. Malgré le cache-nez, on arrive à s'exprimer. Et vous vous êtes exprimé en écrivant les fables de la buvette. Les fables de la buvette que Serge Pacom, Didi et Abou Sanogo ont lu, ont regardé. On va donc suivre cet élément et on se retrouve. Olivier Vami Diabidje, député-maire de Zieunula, inscrit son nom dans le cercle des auteurs ivoiriens. Les fables de la buvette est sa toute première œuvre littéraire sortie il y a 3 semaines lors du Salon ivoirien du livre d'Abidjan. L'auteur éveille les consciences sur les valeurs de la vie. Le travail, le courage, la loyauté, la liberté d'expression sont les valeurs qu'il prône dans cette œuvre littéraire de 61 pages. La cupidité, l'incivisme, la trahison sont d'autres thèmes abordés. Les fables de la buvette, ce sont 15 histoires, 15 fables rédigées dans un français soutenu, mais aussi en ouchi, l'argot ivoirien, cela pour toucher toutes les couches sociales. Comme une fontaine, Olivier Vami Diabidje, avec des écrits digestes et pleins de sens, abreuve les esprits. Il appelle à plus de responsabilité pour une vie en société encore plus harmonieuse.
Alors on vient de le voir avec Serge Pacom Didi et Patricia Omo et Etia, et nous devons revenir quand même sur cette question. Il y a une très forte coloration de Jean Lafontaine, même si vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est une source d'inspiration. Pourquoi on n'a pas eu des fables véritablement à l'ivoirienne, mais plutôt inspirées d'une histoire qui a déjà été vue, lue, entendue? Mais la morale est intemporelle, elle est universelle. Donc les leçons de morale qu'on veut transmettre à toutes les générations, on ne les invente pas. Et quand un monsieur talentueux comme Jean Lafontaine, par ses proses, nous a bercé notre enfance et a réussi à éveiller notre conscience, pourquoi ne pas s'en inspirer et avoir l'honnêteté aussi de lui faire un clin d'œil par le biais de la buvette? Et pourquoi pas? Et maintenant, on a actualisé ces fables. Et surtout, on les a mis à la sauce ivoirienne. Oui, justement, parce que quand on va, par exemple, à la page 33, l'agouti et le kalao, la fable 8, je vais lire ce passage qui m'a personnellement marqué. Alors, vieille mère kalao, que vous êtes jolie, que vous êtes bâtard. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des animaux de la brousse. Alors, cette fable nous ramène tout de suite, évidemment, à Jean Lafontaine dans la fable du corbeau et le renard. C'est peut-être la même leçon, la même morale, le flatteur qui vit aux dépens de celui qui l'écoute. Absolument, absolument, absolument. C'est pour dire qu'en de nos jours, on a beaucoup de flagonneurs. Et c'était important de rappeler que tous les flagonneurs qui sont autour ne sont là que pour ce que vous avez. Alors, et on termine par dire, premier gaou n'est pas gaou, c'est le deuxième gaou qui est, vous avez mis trois points de suspension, qui est Nyata. Alors ça me ramène à ce mixage, à ce métissage entre le nouchi, ce parler spécifique ivoirien, et la langue conventionnelle des discussions en français. Alors pourquoi vous avez fait ce mélange? C'est pour montrer déjà un brassage, pour rapprocher le monde élitiste du monde populaire. Nous n'avons pas de langue nationale proprement dite, on a hérité du français, mais le nouchi nous rassemble. Tout le monde, plus ou moins, a été baigné dans le nouchi. Donc, c'est un langage populaire qui est compris par tous. Cependant, il est bien aussi de vous montrer que la langue française, c'est une belle langue et il faut la mettre en exergue par de belles proses. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un français soutenu pour déjà éveiller la curiosité. Et comme je dis, les fables, ce sont des récits courts qui ont des visées morales, mais aussi didactiques. Donc, on vise le côté didactique, mais aussi le côté ludique. Et le but aussi, c'est que ce soit accessible à tout le monde. Vous avez pu voir, j'ai des amis qui ont fait lire à leurs enfants. Ils ont compris à leur manière, ils ont été très heureux. Eux-mêmes l'ont lu, leurs parents ont lu. Donc, c'est pour toutes les générations. Ah oui, si. Et en même temps, c'est la première de couverture. Voilà. Interpelle et donne envie de lire. Avec, donc, c'est vrai, le symbolisme animalier, évidemment, avec Jean Lafontaine et toutes ces fables qu'on a pu évidemment lire. Est-ce que ce métissage, justement, a une visée? Est-ce que c'est une sorte d'ouverture sur le reste du monde, sur d'autres cultures que vous avez voulu ainsi indiquer? Il y a ça également. Parce que vous verrez que certaines fables ne sont pas limitées seulement à nos frontières. Ça interpelle tout le monde. La Covid, c'était une crise mondiale. Donc, de la manière dont j'ai traité le sujet, la France, les grandes nations peuvent se reconnaître dans le Delirium Coronavirus, qui est une fable où il y a très peu de nouchi, au demeurant. Ah oui, si. Mais en même temps, il y a aussi des néos. Il y a aussi des néos que vous avez créés, Delirium Virus. Oui, des néologistes, ouais, bien sûr. C'est ça le côté positif. On peut créer et chacun peut se donner sa conclusion. Parce que dans la morale, il y a d'autres morales. Il y a plusieurs significations entre les lignes. Vous pouvez lire une fois une fable, vous allez avoir une compréhension, vous la lisez la seconde fois, vous allez en avoir une autre. Donc c'est ça le côté libre de ce type d'expression. Alors, Nanan Premier et ses enfants, c'est aussi une sorte de coloration locale de la fable de Laboureux et ses enfants de Jean Lafontaine. Alors, quelle est l'histoire ici, de façon locale, que vous avez voulu faire ressortir, peut-être au-delà des similitudes avec le Laboureux et ses enfants? Nous, dans notre devise, c'est l'union, discipline, travail. La valeur travail est incluse dans notre devise nationale. Et c'est la valeur travail qu'on a voulu mettre en exergue. Mais il y a un autre facteur. Je suis porteur d'un projet qui s'appelle une proposition de loi pour le changement des démonymes des habitants de la Côte d'Ivoire.
qu'on passe... Peut-être qu'il faut rappeler que vous êtes aussi député-maire de Zouenoula. Effectivement, je suis député-maire indépendant. C'est important aussi, je n'ai pas de coloration politique, je suis non inscrit. Donc c'est une particularité aussi qu'il est bien de souligner. Donc comme je disais tantôt, j'ai mis en avant la nécessité, parce que les mots ont une charge émotionnelle extrêmement forte, et j'ai mis en avant le fait que notre appellation actuelle ivoirien a une connotation péjorative. On est souvent raillé, on dit « vous les Ivoiriens, vous ne voyez rien ». Et j'ai illustré un peu ce concept d'ivoirois, qui est une nouvelle appellation qui pourrait nous donner une meilleure estime de nous-mêmes, qui pourrait nous redonner confiance en nous. Et j'ai illustré par l'intermédiaire non seulement de la valeur travail dans Nana Ier et ses enfants, où Alali, le prince vertueux, a été rebaptisé ivoirois premier, et Ngonian, celui qui préférait le Valpierre et le Placali à la valeur travail, il a été baptisé l'Ivoirien. Mais comme découragement n'est pas ivoirois, à force de labeur, il ne s'est pas découragé et il est redevenu ivoirois au lieu de ivoirien. Voilà, donc... Est-ce que ce ne sont pas des débats? Je veux dire, des débats d'un certain niveau. On est peut-être à un autre niveau parce qu'on trouverait à redire s'il y a un nouveau baptême, forcément. Écoutez, ça dépend comment on l'explique. Comment on l'explique. De toute façon, je pense que c'est que du positif. Ce qu'on prône derrière cette nomination, il n'y a que du positif. Il n'y a que du positif. Si on peut se donner un nom, parce que le nom qualifie, le nom définit la personne. Si vous vous donnez un nom qui est plus agréable à porter, qui vous donne des challenges et qui surtout vous donne confiance en vous, mais ça n'est peut-être que positif. Aujourd'hui, on a tous expérimenté ce phénomène. Vous allez à l'étranger, on dit « Ah, vous les Ivoiriens, vous ne voyez rien ». Ou bien quand vous portez des lunettes, on dit « Ah, c'est parce que tu es Ivoirien que tu portes des lunettes ». Bon, vous voyez, ça a un impact. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Voilà, ça reste un peu achambré au niveau du sport, etc., lors des compétitions, tout ça, on entend, c'est vrai. Mais alors, après cette publication, Les Fables de la Buvette, l'homme politique, l'acteur de développement est certainement devenu écrivain. Il y en a d'autres qui vont venir, certainement. J'avais commencé à faire des publications sur ma page officielle Facebook. C'est par rapport à, j'allais dire, mes followers qui m'ont incité, qui m'ont encouragé à donner ce récit, cet ouvrage. Donc, bon, il y a plein d'autres messages à faire passer. Donc, peut-être qu'il y aura d'autres, il y aura sûrement un tome. Alors, merci Olivier Vabi Diabidier, je dirais plutôt honorable, parce que vous êtes député maire de Zouenoula. Merci d'être passé sur la page culture. Vous étiez notre invité ce soir pour parler des fables de la buvette aux éditions La Bala. Merci. Merci pour l'invitation. Merci. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h pour rester dans le ton des fables. Ce soir, le SAD nous apprend que les carpes n'ont rien à voir dans la danse des silures. Dieu le voulant, on se retrouve demain.